Bonjour, le Gérontopole di Corsica est heureux de vous accueillir car il s'engage auprès des aidants de malades d'Alzheimer sur la région. Aujourd'hui, nous accueillons Léla Nicolai, psychologue au pôle gériatrie du centre hospitalier de Bastia, qui va vous parler de comment faire pour mieux comprendre les troubles associés aux maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer. Alors les maladies neuroévolutives sont des affections qui atteignent progressivement le cerveau. Elles causent notamment la mort des cellules responsables des symptômes qui varient selon la maladie et selon les personnes. Mais parmi lesquelles on va retrouver souvent des choses semblables avec la perte de mémoire, des difficultés motrices, des changements d'humeur, des difficultés à s'exprimer et de la fatigue. Diagnostiquer tôt permet notamment de mieux s'informer sur la maladie et de mieux appréhender les symptômes et gérer la maladie, d'y être mieux préparé quelque part. C'est important ce que vous venez de dire, Léna, parce que souvent on n'a pas envie de savoir le diagnostic et très souvent il y a un retard pour venir consulter. Mais au fond, qu'est-ce qui motive le fait de consulter tôt ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Oui, parce que le proche aidant va pouvoir investir un petit peu son rôle d'aidant, mais tout en gardant le cap de l'évolution de la maladie avec ce à quoi il peut s'attendre devant l'évolution de cette maladie. D'ailleurs, si on remarque des changements chez son proche, on peut se rapprocher de personnes ressources, médecins traitants ou consultation mémoire, par exemple. Alors, on sait que si chaque personne a un chemin singulier, les maladies évolutives évoluent quand même selon un schéma un peu défini, où il y a une succession de stades. Et aider à les comprendre peut vous aider à donner du sens à ces pertes et à ces difficultés. Expliquez-nous, Léna, les différences qu'il peut y avoir au stade léger, modéré, puis sévère de la maladie. Alors tout d'abord, au stade précoce, on va retrouver des symptômes plutôt discrets. C'est justement là que le retard de diagnostic peut arriver, puisque c'est des choses qui sont un petit peu banalisées, comme des oublis, des sautes d'humeur. Et donc le diagnostic, il est compliqué, puisqu'on banalise ces symptômes. C'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'encourager le proche à rester actif mentalement et physiquement, ce qui peut être compliqué au regard de ces sautes d'humeur. Au stade intermédiaire, les symptômes s'aggravent. La mémoire et la communication deviennent compliquées et votre proche aura besoin de plus de supervision et de soutien dans les actes du quotidien. Et alors là, il est intéressant de créer un environnement sécurisé et sécurisant. Vous pouvez aussi investir le soutien émotionnel et affectif qui à ce moment-là est crucial. Mais pour pouvoir offrir ce soutien, il faut savoir demander de l'aide. Il faut être disponible. C'est peut-être à cette étape de la maladie qu'il faut introduire des aides à la maison. Il faut introduire des aides parce que le patient, on dira, reste quand même à même d'appréhender de nouveaux contacts. Des choses qui ne vont pas être introduites à un stade trop tardif, qui ne seront pas acceptées par le malade. Au stade avancé, justement, les symptômes deviennent sévères, la personne peut devenir complètement dépendante, et c'est à ce moment-là qu'il faudra privilégier son confort physique et affectif. Là, il nécessite un accompagnement 24 heures sur 24 et une vigilance. Oui, tout à fait. Donc souvent, les maladies neuroévolutives entraînent des troubles du comportement qui peuvent être particulièrement difficiles à constater et à gérer pour vous, proche aidant, d'autant plus que vous êtes proche aimant avant d'être proche aidant. Parmi ces troubles du comportement, on retrouvera de l'agressivité. Les personnes atteintes peuvent devenir irritables, agitées et même violentes parfois. Cela peut être dû à la frustration, de la confusion ou à des changements dans le cerveau. Là, il faut moduler ces interactions pour ne pas aggraver cette irritabilité. Tout à fait. L'anxiété et la dépression sont aussi des troubles du comportement, des troubles de l'humeur qui sont courants et qui peuvent être exacerbés avec la progression de la maladie. Ensuite, on parlera d'errance ou de déambulation. Certains patients peuvent avoir tendance à errer sans but dans leur environnement, ce qui peut poser des risques de sécurité, avec des risques de chute notamment. Et puis avec la progression de la maladie, ils reviennent en arrière sur leur passé, ils peuvent avoir envie de retourner chez eux, mais chez eux, c'est là où ils ont passé leur enfance. Chez eux, c'est où à ce moment-là ? Ce qui fait qu'ils peuvent se perdre. Oui, tout à fait. Et enfin, les troubles du comportement, on retrouve aussi les hallucinations, les délires. Les personnes peuvent voir, entendre, croire des choses qui ne sont pas réelles
et qui peuvent effrayer et désorienter. Est-ce qu'il y a des stratégies que l'on peut conseiller pour prévenir et amoindrir la survenue de ces troubles du comportement? Tout à fait. Alors, la création d'un environnement sécurisé, est-ce que vous avez adapté votre environnement, votre domicile aux besoins de votre proche en éliminant tous les dangers et puis en créant aussi des repères? Oui, donc un environnement qui soit le plus simplifié possible. Tout à fait. Et dans lequel on se repère facilement. Oui, qui soit stable aussi. Stable. Qu'il n'y ait pas beaucoup de changements d'organisation. Alors ça, c'est un point très important que vous abordez, Léna, parce que c'est vrai que changer de domicile pour aller chez l'un, chez l'autre, Oui. ou voyager, ici on va beaucoup la moitié du temps au village, la moitié du temps en ville, c'est perturbateur au niveau des repères. Tout à fait. Et les repères stables, c'est un élément de soin. Tout à fait. Ensuite, il y a la communication. Communiquer efficacement. Est-ce que vous utilisez un ton calme, des phrases simples, courtes, et puis soyez patient. Ce n'est pas toujours facile, mais une vidéo plus complète sur l'optimisation de la communication arrive bientôt. Encourager l'autonomie aussi. Vous permettez à votre proche de participer aux activités quotidiennes autant que possible. Ça, c'est valorisant. Oui, c'est un fil où il faut savoir rester entre trop aider et puis ne pas assez aider. Il n'y a que vous qui sachez quel est le degré d'autonomie restant. Comme on le répète, prenez soin de vous parce que c'est quelque chose de crucial dans la relation d'aide. Si vous êtes stressé, vous allez être énervé et ça va automatiquement engendrer un cercle vicieux où votre proche va être encore plus énervé et les troubles du comportement peuvent aussi arriver comme ça. Merci de votre écoute et d'avoir assisté à cette vidéo. L'important, donc vous l'avez compris, c'est de ne pas rester seul, de ne pas tomber dans l'épuisement et de savoir repérer, bien comprendre la maladie pour pouvoir mieux aider votre proche. Prenez soin de vous pour pouvoir mieux prendre soin de votre proche.